Donc, on y va maintenant avec les différents stades. Donc, je prends les 6 stades. Je regarde avec vous pour voir en quoi chacun des stades consiste et quelles sont les limites aussi pour chacun des stades. Puis, quand on arrivera au 6e, je vous dirai pourquoi celui-là est controversé. OK, on y va avec les différents stades. Donc, au début, premier stade est classé dans ce que Kohlberg appelle le niveau pré-conventionnel, qui va inclure stade 1 et 2. Niveau pré-conventionnel, pré, ça veut dire avant, conventionnel pour convention. Au niveau pré-conventionnel, l'individu peut même pas saisir le bien fondé ou non des conventions. Donc, il se situe avant ça ou à l'extérieur de ça. Et ça inclut les 2 premiers stades. Donc, premier stade, là, Kohlberg ne met pas d'âge, mais c'est en bas de 10 ans, c'est très jeune, là. Et évidemment, de façon plus marquée, plus large et bas, là. C'est un stade qu'on pourrait désigner comme un stade de punition-récompense. Les noms des stades varient. Des fois, on trouve différentes appellations. Donc, je vous donne les appellations qu'on retrouve assez souvent, mais ça peut varier là, selon les présentations. Donc, stade 1, c'est tout simplement punition-récompense. Qu'est-ce qui va faire en sorte qu'une personne, en termes de motif d'action, elle est motivée à penser que tel acte est bon ou mauvais? Bien, c'est le fait qu'elle y voit d'associer soit des punitions ou des récompenses. Donc, si c'est récompensé, elle dit c'est bien, si c'est puni, elle dit c'est mal. Dans le cas de la mise en situation avec Heinz, par exemple, un individu de stade 1 pouvait répondre ou pourrait répondre en disant, bien, Heinz a bien fait de voler le médicament parce que si il faisait pas ça, il n'aurait rien fait pour aider son épouse et elle l'aurait probablement engueulé, ou il se serait chicané, ou il l'aurait vu pleurer. Donc, ne pas l'aider aurait pu être source de conflit ou source de tristesse. Donc, tout ça, si c'est vu comme étant des punitions, l'individu dit « il a bien fait de voler le médicament » parce qu'il évite ces choses-là que lui, cet individu-là, perçoit comme des punitions. Ou à l'inverse, aussi dans le stade 1, quelqu'un pourrait répondre le contraire, pourrait dire non, il n'a pas bien fait de voler le médicament parce que la police va l'arrêter et il va aller en prison. Donc là, aller en prison, c'est une punition. Donc voyez-vous, quelqu'un de même stade peut adopter les 2 positions, mais ça va être le même genre de considération. C'est ce qu'il perçoit comme étant des punitions, le porte à penser qu'il a bien fait ou mal fait de voler les médicaments selon ce que l'individu perçoit comme étant des punitions. Et même chose, vice-versa, comme étant des récompenses. La limite du stade 1, bien, elle est assez évidente, je crois, c'est que l'individu de stade 1 est complètement dépendant des gens qui vont donner des récompenses ou des punitions. Donc, l'enfant en très bas âge, par exemple, ne touchera pas au rond de poil, mais pas parce qu'il comprend qu'un jour, le rond pourrait être ouvert, qui pourrait se brûler, qui pourrait être allumé, qui pourrait donc se brûler. Il comprend tout simplement que chaque fois qu'il veut toucher au rond du poil, il se fait réprimander par ses parents ou des adultes, l'entourage autour. Donc, il associe que c'est une mauvaise chose d'essayer d'y toucher, mais même pas parce qu'il comprendrait son intérêt, qui pourrait se brûler, mais parce qu'il comprend tout simplement la punition, c'est réprimander. Donc, la limite du stade 1, mais comme il n'y a aucune compréhension vraiment de ce qui vient justifier ou pas les normes, comme c'est tout simplement la punition ou la récompense, bien, l'individu est complètement dans l'arbitraire de son entourage. En fonction de ses parents,
Certaines choses vont être récompensées ou pas. Certaines choses vont être punies ou pas. Certaines choses vont être valorisées ou pas, etc., etc. Donc, l'individu est à la merci de ses parents, de son entourage, de sa famille, des adultes autour, des enseignants, enseignantes, des oncles, des tantes, etc. Donc, comme l'individu de stade 1 ne saisit pas, ben, la limite, elle est très grande aussi. Je pense qu'elle est facile à voir, pas besoin d'expliquer davantage. Stade 2 maintenant. Stade 2, l'individu est encore dans le niveau pré-conventionnel, mais il y a un développement plus grand. Stade 2, c'est un stade qu'on appelle des fois un stade donnant-donnant ou un stade de recherche de l'intérêt personnel ou stade de recherche de l'intérêt propre, qui nous est propre, donc qui nous est personnel. Qu'est-ce qu'on retrouve dans le stade 2? Dans le fond, c'est que l'individu va considérer comme étant juste, bon, bien, tout ce qui lui apparaît comme étant, à tort ou à raison, comme étant dans son intérêt personnel, son intérêt propre. Et va lui sembler mauvais, mal, injuste, tout ce qui se présente comme, à tort ou à raison, comme lui semblant être contre ou en défaveur de son intérêt propre, de son intérêt personnel. Donc, c'est dans cette mesure-là, des fois qu'on va parler de stade donnant-donnant, c'est que la personne peut rendre service, faire autre chose, mais parce qu'il y a une espèce d'échange donnant-donnant, elle considère qu'elle en reçoit quelque chose pour son propre intérêt. Donc, à ce stade-là, ce qui motive la personne, c'est toujours la recherche de l'intérêt personnel, de l'intérêt individuel. Donc, c'est un stade qui est égocentré. C'est centré sur notre ego, sur notre moi, sur notre petite personne d'une certaine façon. Et c'est notre petite personne, nos intérêts qui vont être en quelque sorte le standard de ce qui nous semble juste ou injuste, bien ou mal, bon ou mauvais. C'est un stade que des fois j'appelle le stade des amis de piscine ou le stade des amis de trampoline. Tu sais, ça apparaît vers 10-12 ans. Si vous essayez de penser à ce que vous pouviez observer lorsque vous aviez 10-12 ans autour de vous, etc., ben, si vous repensez, c'est une époque où il y a des individus qui peuvent très bien être rejetés à l'école, se faire niaiser, faire rire d'eux pendant l'année scolaire, et tout d'un coup, lorsque l'été arrive, parce que ces personnes-là ont une piscine, par exemple, ou une trampoline, tout d'un coup, les autres individus vont dire « OK, on l'a niaisé toute l'année, on l'a traité d'imbécile, de con, de tous les noms, mais dans le fond, on ne le connaît pas, c'était peut-être des préjugés, on va lui donner la chance de se faire connaître, on va le fréquenter, on va être son ami, etc. » Mais comme par hasard, c'est pendant l'été, lorsqu'il y a la piscine pour en profiter, c'est comme un échange, c'est un donnant-donnant. C'est pas toujours directement conscient. Les individus, pour garder le même exemple, vont pas nécessairement se dire « Je vais être ami avec lui juste pendant l'été pour profiter de sa piscine. » C'est pas toujours conscient. Des fois, ça peut être pour se donner bonne conscience, dire « il n'y avait pas d'amis, de toute façon, il donne sa chance de se faire connaître, etc. » Mais systématiquement, comme par hasard, ça coïncide avec l'intérêt personnel qui vient dominer la considération ou la motivation. Pourquoi avant, il n'y avait pas d'intérêt pour cette personne-là. Là, il y a un intérêt. Puis ce qui se passe, ben, des fois, c'est qu'un peu platement, à la fin de l'été, ben, les individus, des fois, vont dire « OK, là, c'est plus un préjugé, on lui a donné la chance de se faire connaître. » Puis on trouve que c'est un con, on recommence à le dénigrer. Effectivement, voyez-vous, le raisonnement ne change pas différent, ne devient pas différent, ne change pas vraiment, mais ce qui me motive, c'est là où est perçu un intérêt ou pas. Donc, stade 2, ce n'est pas un stade glorieux, mais comme je mentionnais au départ dans les considérations générales, tout le monde passe par ce stade-là. La personne de stade 2, vers 10-12 ans, peut être généreuse, peut être serviable, peut être dévouée pour les autres. Sauf que ce qui va la motiver à être généreuse, dévouée, serviable, c'est pas tant une prise de conscience sur la valeur de la générosité en tant que telle, ou du service, etc. C'est dès qu'on creuse, qu'on regarde un peu, qu'on questionne l'individu pour voir ses motifs d'action,
vite, on se rend compte que ce qui motive la générosité au stade 2, c'est encore là une recherche d'intérêt personnel. La personne peut être très généreuse, très serviable, rendre plein de services, mais parce qu'à quelque part, elle fait en quelque sorte le calcul, plus ou moins consciemment, que c'est dans son intérêt personnel d'être serviable parce qu'elle va être mieux perçue, parce qu'elle va être plus valorisée, parce qu'elle va avoir une image d'elle-même qui va lui donner plus de satisfaction, plus de fierté, parce qu'elle va avoir plus d'amis ou qu'elle va être valorisée d'une quelconque façon. Donc, la personne de stade 2 peut très bien être généreuse, dévouée, serviable, etc. Mais ce qui motive profondément ses actions pour les autres, c'est pas tant une valeur désintéressée, mais qu'une considération que ce dévouement-là pour les autres est dans l'intérêt personnel, que ça rapporte quelque chose. Donc, même si la personne n'est pas payée, sinon ça ne serait pas de la générosité, elle estime ou elle calcule en quelque sorte que ça va lui rapporter quelque chose dans la façon qu'elle est perçue, qu'elle est traitée, ou même dans l'image qu'elle-même a d'elle-même. Donc, stade 2, recherche de l'intérêt personnel, ou un stade de donnant-donnant, là, une espèce de win-win. Là. D'ailleurs, mini parenthèse, là, mais il y a déjà eu une époque en marketing ou en vente plutôt, il y avait des personnes qui disaient ben, « Moi, j'ai une stratégie de vente qui est win-win, gagnant-gagnant, faites-moi confiance. » Heureusement, c'est un peu passé de mode, ce truc-là, mais tu sais, quelqu'un qui arrive et qui vous dit « Faites-moi confiance sur ma stratégie de vente, j'ai une stratégie de type win-win, gagnant-gagnant. » Là, tu te dis « OK, il y a une stratégie basée sur un raisonnement de 12 ans d'âge mental, ça part mal pour faire confiance. » Tu sais, puis bon, si on est en termes de vente, on s'attend quelque part que ce soit donnant-donnant. Tu sais, hein, je ne vais pas payer pour rien avoir en retour. Ou si quelqu'un veut me vendre quelque chose, je ne vais pas lui donner une poussière, puis il va considérer que la transaction est saine. Tu sais, qui est un donnant-donnant, c'est pas un extra moral ou une prime, là, c'est juste comme le seuil minimal, c'est comme juste la base. Là. Heureusement, méfiez-vous là, si vous entendez un vendeur qui vous dit stratégie win-win, mais encore, dites-moi en plus. Tu sais. Heureusement, on l'entend moins. Donc, stade 2, c'est un type de raisonnement donc, qu'on retrouve vers 10-12 ans. Ça peut s'étirer, ça peut être plus long, etc. Mais ce qui domine au stade 2, c'est recherche de l'intérêt personnel, recherche de l'intérêt propre. La principale limite, eh bien, c'est que l'individu de stade 2 est entièrement à la merci, dans le fond, de ce qui se joue à l'intérieur de soi, les passions, les désirs, les pulsions qui font qu'on voit une chose comme étant dans notre intérêt ou pas, c'est ça qui détermine, mais il n'y a pas de regard critique sur est-ce que la valeur ou pas d'un point de vue éthique, d'un point de vue moral. Il y a une capacité quand même de distanciation, une certaine capacité de recul, et c'est ce qui va faire la nuance entre stade 1 et stade 2. Tu sais, d'une certaine façon, ce qui est une punition, c'est contre notre intérêt. Puis ce qui est une récompense, c'est dans notre intérêt. Donc, on pourrait se demander, c'est quoi la différence entre stade 1 et stade 2? Parce que ce qui va être dans mon intérêt personnel au stade 2, on pourrait dire, c'est comme une récompense aussi. La nuance, c'est dans la capacité de distanciation. C'est que stade 1, l'individu associe immédiatement bien à ce qui est récompensé, mal à ce qui est puni ou dévalorisé. Donc, c'est quelque chose à court terme, dans les médias, ce qui perçoit assez rapidement comme étant une punition ou une récompense. Alors que dans le stade 2, recherche de l'intérêt personnel, l'individu est capable de prendre distance par rapport au moment présent pour anticiper que quelque chose pourrait avoir des inconvénients à court terme, pourrait être vu comme une punition jusqu'à un certain point, mais va quand même être dans l'intérêt à long terme. Donc, il y a cette distanciation-là qui est plus grande dans le stade 2 et qui en fait un stade qui est un peu moins dans l'hétéronomie, même si ça reste beaucoup dans l'hétéronomie. Je prends un exemple avec le cas de Heinz.
qui sert pour la théorie de Kohlberg, bien, un enfant, donc un individu de 10-12 ans, de stade 2, pourrait dire, ben, Heinz a bien fait de voler le médicament parce que il n'aura pas de la difficulté à vivre plus tard avec l'idée d'avoir rien fait pour sauver la vie de son épouse. Donc là, l'individu pourrait dire, ça se peut fort bien que Heinz se fasse attraper par la police, qu'il aille en prison, donc qu'il y ait une punition. Mais ça va être quand même dans son intérêt personnel de ne pas avoir des remords tout le reste de sa vie, de n'avoir rien fait pour essayer de sauver la vie de son épouse. Donc là, l'individu stade 2 pourrait dire c'est dans son intérêt personnel de ne pas avoir de remords, de voler le médicament, de tout faire pour son épouse, même s'il ira peut-être en prison entre-temps. Ou ça peut être l'inverse. L'individu de stade 2 pourrait dire ben il a mal fait de voler le médicament parce que, bien, reste qu'à plus long terme, ça ne sera pas dans son intérêt personnel parce que peut-être qu'il va aider son épouse à court terme, mais c'est pas sûr que, parce qu'il a été volé une dose de médicament, que ça va la sauver. Elle va peut-être mourir quand même, il va peut-être la perdre quand même, puis oui, il y aura la satisfaction de l'avoir aidé, mais il va avoir un dossier peut-être criminel pour le reste de sa vie. Donc là, ce ne serait pas dans son intérêt. Donc, voyez-vous, stade 2 pourrait aller des deux côtés, encore une fois, qui a bien fait ou qui a mal fait de voler le médicament, mais là, ce serait en fonction de ce que l'individu perçoit comme étant dans son intérêt personnel ou pas, mais de façon plus distancée par rapport aux simples punitions ou récompenses dans les médias. Donc, stade 2, il y a une capacité à se distancier, à voir dans le temps, qui est plus développée que dans le stade 1. La limite, je l'avais mentionné, j'ai refait une parenthèse pour mieux voir les nuances avec le stade 1. Quelle est la limite dans le stade 2? La limite du stade 2, qui est une limite très très forte, c'est que l'individu demeure quand même complètement à la merci de ce qui se joue à l'intérieur de lui et qui fait en sorte qu'il voit les choses comme étant dans son intérêt ou pas. Et à ce moment-là, la seule chose qui domine ou qui dirige l'individu, c'est finalement les pulsions, les désirs et les passions. L'individu ne détermine pas ce qui est dans son intérêt par une justification très théorique ou très poussée. Il le ressent d'abord comme étant dans son intérêt ou pas. Et c'est très lié aux pulsions. Donc à ce moment-là, l'individu de stade 2 peut avoir des envies complètement inacceptables, mais qui vont être ses envies tout de même. Et à ce moment-là, la seule chose qui peut l'empêcher de passer à l'acte, c'est par exemple que l'individu est conscient qu'il y a des lois qui vont venir punir ça, et que donc s'il le fait, ça ne sera pas dans son intérêt personnel puisqu'il va être puni par la loi. Donc, ça ne sera même pas parce qu'il va se dire « c'est tordu mon truc », etc. Ça va être juste la crainte d'avoir des conséquences qui seraient contraires à l'intérêt personnel. Donc, 10-12 ans, stade 2, à ce stade-là, il n'est absolument pas rare. Il est très fréquent qu'un individu peut avoir des désirs complètement inadmissible et la seule chose qui l'empêche de passer à l'acte, c'est de ne pas vouloir subir des conséquences qui seraient estimées contraires à son intérêt personnel. Par exemple, l'individu de stade 2 peut ressentir une offense par rapport à quelqu'un. Que l'offense soit justifiée ou non, l'individu peut se sentir offensé et intérieurement, dans sa pensée, peut désirer la mort de l'autre. Et la seule et unique chose qui va faire en sorte que l'individu ne va pas passer à l'acte pour aller tuer l'autre personne, c'est tout simplement parce que se dit c'est beaucoup trop compliqué, je risque de me faire pogner, puis ça ne sera pas dans mon intérêt, puis ça ne me tente pas de vivre avec tout ce trouble-là, mais ça ne sera jamais une espèce de prise de conscience de se dire « Oh là là, ça va loin mon affaire, ça n'a pas d'allure, c'est pas une très grande offense, puis je voudrais la mort de cette personne-là, c'est disproportionné. » Non, il n'y aura même pas cette prise de conscience-là.
La seule chose qui va arrêter, c'est l'intérêt personnel. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de Caïn et Abel. L'histoire de Caïn et Abel, c'est que Caïn se sent offensé de ne pas être autant reconnu pour une offrande, de ne pas avoir la même reconnaissance que son frère Abel, et là, va se sentir offensé, probablement jaloux aussi, offusqué, il va finalement, on ne sait pas exactement comment ça se produit, mais va tuer son frère, Abel. À l'âge de 10-12 ans, au stade 2, tout le monde est un Caïn pouvant tuer le prochain Abel. C'est-à-dire, au stade 2, c'est la caractéristique. Si quelqu'un se sent offensé, ça vient contraire à son intérêt personnel, la personne peut avoir même des désirs de voir l'autre éliminé, que l'autre personne soit exterminée, qu'elle soit mise hors de vue, qu'elle ne puisse plus jamais avoir de contact. Et s'il faut se rendre jusqu'à son extermination, qu'elle perde la vie, la personne peut le souhaiter. Ensuite, elle ne va pas le faire. Mais pas parce qu'il y a un moment où il y aurait cette prise de conscience-là de se dire « Oh, il faut que je relève la tête. » Ça juste relève la tête, ça n'a pas d'allure. Non, c'est juste que la personne se dit « C'est trop compliqué, je ne vais pas le faire, etc. » Mais il n'y a pas vraiment cette prise de conscience-là qui ferait « J'ai eu des désirs vraiment immondes, immoraux, etc. » Il n'y a pas vraiment cette prise de conscience-là tant que l'individu est au stade 2. C'est juste évitement ne pas se retrouver dans le trouble qui serait contre son intérêt personnel. Et évidemment, la personne peut en venir à finalement ne plus détester l'autre ou ne plus souhaiter secrètement, intérieurement que l'autre disparaisse ou que l'autre meure, ou etc. Mais qu'est-ce qui fait que ça disparaît, que l'individu peut en venir à ne plus souhaiter que l'autre disparaisse? C'est pas un véritable processus de pardon. C'est tout simplement que le désir de vengeance commence à se dissoudre, s'évanouit, s'évapore et disparaît et il n'est plus là. C'est finalement un désir qui vient remplacer un autre désir. C'est jamais une prise de conscience. Donc, stade 2, l'individu, 10-12 ans, est encore dans une hétéronomie très, très, très forte parce qu'il est incapable d'évaluer réellement la valeur morale, éthique de ses intérêts, de ses aspirations, de ses désirs. Il est toujours à la merci, finalement, de l'émergence ou de l'évaporation de ses désirs en fonction, finalement, de choses que l'individu contrôle très, 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 très peu. D'une certaine façon, une chance qu'à 10-12 ans, on a les moyens seulement que d'une personne de 10-12 ans. Parce que, étant donné que ça fait partie des stades, bien, ces désirs, ces souhaits impurs-là, ils sont comme un passage fréquent pour l'ensemble des individus qui se trouvent à passer par le stade 2. Forcément, comme je disais tantôt, tout le monde passe par tous les stades. Donc, tout le monde a ça sur dans son pack-sac de trucs sombres et noirs. Et donc, une chance qu'à cet âge-là, on n'a que les moyens de cet âge-là, puis qui a encore l'intérêt personnel propre qui vient faire voir que c'est mieux de ne pas passer à l'acte, etc. Donc, c'est pas reluisant, mais ça fait partie du développement. Donc, ici, stade 1 et 2, je pense qu'on voit très clairement en quoi on est très fortement dans l'hétéronomie. Il y a pas la moindre considération sur l'évaluation du bien fondé ou non de nos désirs, nos intérêts, nos aspirations. La seule chose qu'il y a au stade 2 qu'il n'y avait pas au stade 1, c'est une capacité de calcul. La personne est capable de calculer, faire le calcul qu'à plus long terme, ça va être dans son intérêt personnel de faire un truc déplaisant dans les médias. Donc, stade 1 leur a dit c'est déplaisant dans les médias, c'est une punition, c'est mal. Stade 2 peut dire c'est déplaisant, mais je vais y gagner au change et le faire quand même. Donc, il y a une capacité de calcul qui est plus développé, qui est plus grand, mais c'est encore là, il n'y a pas d'évaluation sur le bien fondé des intérêts personnels, des désirs, des aspirations, des passions, etc. On passe ensuite au stade 3, où là, on entre dans le deuxième niveau. Deuxième niveau, c'est le niveau
conventionnel. Là, au niveau conventionnel, l'individu a la capacité davantage à évaluer les conventions. Niveau conventionnel, il va y avoir stade 3 et stade 4. Stade 3, évidemment, va être plus limité dans l'évaluation que le stade 4, qui là va avoir déjà une part d'autonomie beaucoup plus grande. On y va, stade 3, donc c'est un stade par groupe d'appartenance, par style d'individu qu'on veut être, qu'on veut incarner, quel type de comportement est-ce qu'on veut représenter, incarner. Stade 3, ça apparaît vers 14-15 ans. Donc, même chose que tantôt, ça peut être avant, ça peut être un peu après aussi, mais si vous vous rapportez bien à l'époque où vous aviez 14-15 ans, quel genre de raisonnement vous aviez, qu'est-ce qui dominait vos réflexions autour de vous, dans les amis, etc. Stade 3, 14-15 ans, c'est un stade de réflexion sur les raisonnements moraux ou éthiques, où domine, dans le fond, des considérations sur le type d'individu qu'on veut être, le style de personne qu'on veut représenter, incarner. Donc, des fois, on appelle ça aussi un stade par groupe d'appartenance, parce que le style de comportement ou de personne qu'on veut être, c'est en quelque sorte à quel groupe est-ce qu'on veut appartenir, à quel groupe est-ce qu'on veut être associé. Et le groupe d'appartenance, ici, ça peut être un groupe réel, le groupe des amis, par exemple, la gang d'amis. Remarquez que vers 14-15 ans, c'est un âge où les groupes, les gangs vont avoir une importance plus grande qu'avant et qu'après. Qu'on en fasse partie ou pas, là, ça va avoir un poids plus grand qu'avant. Donc, le groupe d'appartenance peut être un groupe réel, la gang d'amis. Ça peut être un groupe aussi virtuel. Virtuel au sens où ça peut être des personnes qu'on ne connaît pas personnellement. Ça peut être des personnes qu'on ne rencontrera jamais de notre vie, mais virtuellement, on veut appartenir à leur style. On veut être associé à ces personnes-là. Par exemple, un groupe de musique. Ces musiciens-là, le groupe de musique, tel groupe, on les rencontrera peut-être probablement jamais de notre vie, mais ça n'empêchera pas qu'un individu de stade 3 peut souhaiter projeter le style similaire à ce groupe de musique-là. Ça peut être un groupe aussi d'acteurs, actrices, de sportifs. Donc, ça peut être dans plein de domaines, la musique, les sports, etc. Mais le groupe d'appartenance ou le style de personne n'est pas restreint qu'aux amis réels. Ça peut être aussi un peu virtuel, les personnes avec qui on voudrait être associé, même si on rencontrera jamais dans notre vie tel grand sportif ou tel grand acteur ou tel athlète ou tel musicien, chanteur, etc., etc. Donc, le fait de ne pas les connaître personnellement n'empêche pas qu'on puisse souhaiter être associé à leur style, leur comportement. Donc, le groupe d'appartenance peut être les amis réels, ça peut être virtuel, groupe de musique, sportif, acteurs, actrices, etc. Ça peut même être fictif. Ça peut même être un groupe d'appartenance qui n'existe pas réellement, mais auquel on va être associé. Exemple simple, on pourrait vouloir être associé ou avoir le même style que certains personnages dans une série télé ou tel type de personnage dans un film. Ces personnages-là, dans la série, sur Netflix ou dans un film, etc., les personnages n'existent pas réellement. Les acteurs existent, mais pas les personnages. C'est une fiction, mais le fait que ça soit fictif n'empêche pas qu'on pourrait souhaiter avoir leur style de comportement, de manière d'être, de réaction, etc. Donc, dans le stade 3, ce qui va servir, dans le fond, d'évaluation entre guillemets un peu, là, parce que c'est une évaluation, disons, qui peut être très relâchée, là, mais ce qui va servir d'évaluation pour essayer de considérer qu'une chose est juste ou injuste, bonne ou mauvaise, etc., c'est tout simplement, est-ce que ça coïncide avec le type d'image qu'on veut projeter, le style de personne qu'on veut être, ou est-ce que ça s'y oppose? Si ça coïncide avec le style d'image de personne, de comportement, de groupe auquel on veut être associé ou qu'on veut projeter, etc., si ça coïncide,
c'est vu comme étant juste, bon, valable. Si ça ne coïncide pas, que ça s'y oppose, c'est vu comme n'étant pas juste, bon, valable. Donc là, ici, il y a un peu moins quand même, un peu moins d'hétéronomie, un peu plus d'autonomie dans la mesure où il y a un élargissement. Là, c'est plus simplement notre intérêt personnel. On considère d'autres individus. Donc, c'est plus large que juste notre ego, que juste notre petit moi. On considère d'autres personnes. C'est plus large. Mais c'est aussi très limité, parce que les autres personnes qu'on considère, c'est seulement, uniquement, finalement, les personnes qui correspondent à notre style d'appartenance, notre groupe, qui n'est pas nécessairement le groupe d'amis réels, là, encore une fois, mais le groupe auquel on veut être associé, le type d'image qu'on veut projeter. Donc, même si c'est plus centré que sur notre intérêt personnel, ça reste très limité parce que c'est quand même centré sur le style auquel on veut appartenir, le style qu'on veut dégager. Donc, là, on va considérer d'autres personnes, mais en fonction du style. 14-15 ans, stade 3, c'est aussi une époque où il y a une sensibilité très marquée. On pourrait même parler d'hypersensibilité. L'individu de stade 3 va être hypersensible à ce que les autres peuvent penser ou dire d'eux. Mais, encore là, toujours en fonction du groupe d'appartenance. La personne va être hypersensible à ce qu'on peut penser d'elle, mais dans la mesure où ça peut la valider ou l'invalider dans son appartenance à ce style-là. Donc, si quelqu'un appartient au même style, même groupe que l'autre, bien, son avis, comment est-ce que la personne va l'apercevoir, va compter vraiment beaucoup. Parce que si la personne ne reconnaît pas l'autre comme étant de même type ou de même style, ben, c'est comme si elle rejetait, elle ne validait pas qu'elle incarne bien ce style de comportement-là. Donc, la personne va être extrêmement sensible à ce que d'autres personnes du même style peuvent penser, comment est-ce qu'ils peuvent le considérer, parce que ça peut venir valider que oui, elle réussit bien à incarner ce style de comportement-là, de manière d'être, etc., ou pas. En même temps, cette hypersensibilité-là, elle est très variable parce qu'à l'inverse, la personne de stade 3, donc même chose encore, ben, elle peut, à l'inverse, carrément se foutre ou rejeter les avis des personnes qui ne sont pas du même style. Pour une raison assez simple, c'est que si une personne a un style contraire ou inverse ou trop différent, si cette autre personne-là accepte trop bien l'individu, ça peut être perçu comme quelque chose d'inquiétant, de dire comment est-ce que cette personne-là, qui devrait être l'opposé de moi, me considère comme un pareil, comme un égal. C'est peut-être finalement que je passe à côté de mon style. Donc, la personne de stade 3 va être hyper sensible à ce que d'autres peuvent penser pour valider qu'elle est bien dans ce style-là, mais elle peut, à l'inverse, des fois, tirer une certaine satisfaction ou même fierté de déplaire à d'autres ou être en opposition à d'autres quand les autres, justement, sont de style inverse, parce que c'est comme si, par contraste, ça vient aussi valider en quelque sorte, parce que se dit, ces personnes-là qui sont tellement différentes, s'il fallait qu'elles m'acceptent trop bien, ça serait que je serais peut-être trop près de ces personnes-là. Si vous essayez donc de repenser cette époque-là, 14-15 ans, c'est une époque aussi où les groupes d'appartenance sont très marqués, où il va y avoir des gangs. Ceux qui s'associent, par exemple, à telle activité, ben, vont pouvoir être en conflit ou en tension avec ceux qui sont plus associés par tel type d'activité ou de loisirs. Il va y avoir des mélanges plus difficiles entre la gang je sais pas, la gang des sportifs d'un côté, puis la gang des musiciens de l'autre côté, puis la gang de ceux qui sont en train de se promener en mobilette, puis la gang de ceux qui vont faire du skate, puis la gang de ceux qui se concentrent à la bibliothèque, aux études. Il va y avoir des oppositions, puis des prises de distance souvent très, très marquées vers 14-15 ans entre ces différentes gangs-là. Quelqu'un peut se dire « Ah, mon style, c'est d'être
à mi-chemin entre deux gangs, mais ça va toujours se faire par contraste avec d'autres groupes. Donc, c'est des périodes très marquées aussi par les tensions, par ce rapport-là, parce que les autres peuvent penser, la personne du même groupe, donc ce qu'elle pense, ben, ça va être, il va y avoir une hypersensibilité là-dessus, puis, etc. Donc ça, c'est stade 3, 14-15 ans. La motivation pour considérer que quelque chose est juste ou injuste, bien ou mal, c'est est-ce que ça coïncide avec l'ensemble de valeurs, de styles propres au groupe d'appartenance ou pas. La très grande limite du stade 3, bien, c'est qu'il n'y a pas d'évaluation critique de l'ensemble des valeurs qui viennent avec le groupe d'appartenance ou le style de l'individu. C'est comme si le style arrivait en bloc et qu'une fois que ça devenait notre style ou le style de comportement qu'on veut avoir, qu'on veut adopter dans le stade 3, une fois que ça devient adopté, c'est comme s'il n'y avait plus vraiment d'évaluation critique sur ouais, mais tout l'ensemble de valeurs qui va avec ça. Est-ce que c'est toujours justifié? Non, etc. Donc, c'est accepté comme un tout. Remarquez que cette limite-là, elle n'est pas étonnante en même temps, parce que, étant donné que ce qui détermine le stade 3, c'est le groupe d'appartenance, si l'individu de stade 3 se mettait à évaluer chacune des valeurs venant avec le style de comportement d'individu, etc., bien, à ce moment-là, si la personne faisait un tri là-dedans, enlevait des morceaux, en rajoutait d'autres, etc., bien, elle ne pourrait plus se faire valider comme correspondant à ce style-là. Vouloir correspondre au style, c'est vouloir l'adopter en même temps, ou sinon, elle se choisit un style intermédiaire entre deux autres trucs. Donc, il n'y a pas cette capacité de réflexion critique ou d'évaluation critique sur l'ensemble des valeurs qui viennent avec le groupe d'appartenance, que ce soit un ensemble valide ou non. Donc, il y a quelque chose qui reste aveugle ici. Une fois que le style est choisi, il est choisi. Et remarquez que le choix, il n'est pas si conscient que ça. Là, si vous essayez de vous reporter vers l'âge de 14-15 ans, il n'y a pas vraiment des moments là, de réflexion critique à faire, à se dire, je vais faire une liste de tous les pour ou tous les contre appartenir à tel style. Puis après ça, je vais faire le style 2 avec toute la liste des pour et des contre. Puis après ça, je vais faire le style 3 avec tous les pour, les contre. Style 4, 5, 6, 7, 8, 20. Puis après ça, je vais évaluer 28 styles avec tous leurs pour, leurs contre. Puis je vais choisir de... Non, ça se passe juste pas comme ça. C'est pas... La réalité n'est pas comme ça. C'est la personne se sent attirée ou elle se sent pas attirée par le style. Donc, il n'y a pas de prise vraiment sur ce qui vient avec. Donc, dans le cas de Heinz, par exemple, ben, l'individu pouvait dire il a bien fait de voler les médicaments parce que la personne s'associe, par exemple, à quelqu'un qui pourrait être un peu comme Heinz, pourrait dire, ben moi aussi, j'aurais pu être comme ça. Moi non plus, j'aurais pas l'argent pour payer le 2000 $. Moi aussi, je ferais passer mon épouse avant le risque de peut-être aller en prison en volant les médicaments. Fait que la personne peut dire, oui, il a bien fait parce qu'elle s'associe au type d'individu que représente Heinz. Ou à l'inverse, peut dire non, il n'a vraiment pas bien fait de voler les médicaments parce que là, elle pourrait s'associer, par exemple, à une personne qui veut faire de la recherche, qui veut faire des découvertes scientifiques, qui veut faire progresser la médecine, qui veut être un inventeur. Puis là, par association, facile, pourrait dire, ben moi, si je veux devenir inventeur, si je veux faire progresser la recherche, si je veux trouver des nouveaux médicaments, je ne veux pas travailler 10 ans à mes frais, puis jamais être payé, puis pas avoir de retour. Fait que, voyez-vous, selon ici, ce qui trancherait chez les personnes de stade 3 pour dire que Heinz a bien fait ou mal fait de voler le médicament, c'est est-ce que la personne s'associe à des caractéristiques qui s'apparentent à Heinz, avec son état de détresse, par exemple, son épouse malade, etc., son niveau de revenu, ou est-ce que la personne s'associe à des caractéristiques du pharmacien ou de celui qui fait de la recherche dans le domaine biomédical, etc. Donc, c'est par groupe d'appartenance. Là aussi, les considérations ne vont pas plus loin. Ça, c'est stade 3. Donc, hétéronomie, essentiellement, c'est qu'il n'y a pas d'évaluation critique. Donc, remarquez, stade 3,
Ça peut être aussi un stade des sectes, de l'endoctrinement aveugle dans des mouvements politiques, de l'endoctrinement aveugle dans des mouvements politiques ou des idéologies aussi. Donc, ça peut être très, très sectaire, très refermé sur soi aussi au stade 3. Ça ne conduit pas forcément vers ça, mais stade 3, il y a peu d'évaluation critique. Donc, ça peut mener à des comportements politiques sectaires, par exemple. Ça peut amener à des replis communautaires aussi fermés, sans même prise de considération d'autres choses, que c'est d'emblée rejeté. Donc, ça reste très limité, surtout que c'est pas par évaluation critique raisonnée qu'on choisit le style. Et même une personne peut changer plusieurs fois de style dans une année, vers 14-15 ans. Mais si c'est le cas, à chaque fois, ça ne sera pas par évaluation critique de tous les pots, tous les comptes, de tous les styles de mode de vie existants, etc., etc. Je pense que vous voyez l'idée, vous voyez la limite aussi, j'espère. Ensuite, on arrive stade 4.